Europe 1. Nous sommes avec Stéphanie, la maman d'Elias. Merci à vous. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre parole est importante, elle est précieuse. Nous allons l'écouter. Nous sommes avec votre avocate aussi, maître Johanna Ostrowska. Bonsoir à vous. Et avec Béatrice Brugère, qui est magistrate. Merci à vous, Béatrice Brugère, secrétaire nationale générale du syndicat Unité Magistrat, parce qu'il y a beaucoup de questions, évidemment, après la mort d'Elias, qui concernent la justice, notamment la justice des mineurs. Mais d'abord, c'est vers vous, naturellement, que je me tourne, Stéphanie. Nous sommes 5 mois après la mort d'Elias, dans des circonstances qui ont été relatées, parfois mal relatées par la presse. On va en parler, parce que ça vous touche énormément, ainsi que votre famille et vos enfants. Vous avez 2 aînés qui ont 24 et 21 ans. Mais on est 5 mois après la mort d'Elias. Je le disais, il rentrait de son entraînement de football tranquillement avec son meilleur ami. Quand 2 récidivistes de 16 et 17 ans lui demandent son téléphone, il le tend tout de suite, il leur donne. Il reçoit un coup de machette. Il décède des suites de ses blessures. On est 5 mois après. Ma première question, c'est comment est-ce que vous allez? Comment votre famille va? On ne va pas bien. Néanmoins, on est une grande famille, une famille très forte et unie. Donc on a repris rapidement le travail, les enfants vont à l'école, les plus grands continuent à étudier. Et en fait, on fait semblant. On fait semblant de sourire parce qu'on est triste et parce qu'on a toujours Elias dans notre tête. Mais on doit tenir. On se soutient les uns les autres. Et on s'adapte à cette vie sans Elias et pour Elias. Et vous-même, vous avez repris le travail? Vous êtes médecin? Je suis médecin, j'ai repris le travail à mi-temps parce que soigner des patients, ça demande beaucoup d'énergie et de concentration. Et j'ai besoin de temps aussi pour m'occuper d'Elias et de mes grands-enfants et simplement pour penser. Quand vous dites pour m'occuper d'Elias, c'est parce que vous estimez qu'on ne respecte pas la mémoire d'Elias aujourd'hui? Oui. En fait, je suis très surprise par des propos que j'entends dans les médias qui modifient l'adolescent qu'était Elias et l'adolescent de 14 ans qu'il restera pour toute la vie. Il y a une manipulation de l'information et du meurtre d'Elias. La semaine dernière, Patrick Cohen, dans son édito politique sur France Inter, en parlant de la décision du Conseil constitutionnel, alors je vais lire ces mots, a dit « Après la mort tragique du jeune Elias, tué à coups de machette pour avoir refusé de donner son portable ». En fait, ce que fait Patrick Cohen, c'est qu'il prend parti et qu'il manipule l'information et le meurtre d'Elias en décidant lui-même, alors qu'on ne connaît pas encore la vérité, que Elias a refusé de donner son téléphone. Il réalise un biais cognitif, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. Ce que fait Patrick Cohen, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Une femme violée, si elle n'avait pas porté une mini-jupe, elle n'aurait pas été violée. Donc pour nous, les parents d'Elias, 5 mois après la mort de notre enfant, entendre Patrick Cohen, qui est censé être un journaliste rigoureux, on voit là qu'il ne l'est pas, qu'il est médiocre, tenir de tels propos, pour nous, c'est indécent. C'est indécent parce que notre fils Elias, c'est un jeune homme courageux. Il faut imaginer qu'il se retrouve avec son meilleur ami face à 2 adolescents. Il ne sait pas qu'ils sont armés. Personne n'imagine qu'ils portent une machette et une hachette. Cachée. Donc en fait, il ne la voit pas. Moi, je ne sais pas. Nous ne savons pas si Elias a refusé ou non de donner son téléphone. Et moi, je suis la mère d'Elias. Et ce dont je suis certaine, c'est que Elias, il est resté droit, il est resté digne. Il a fait ce que disent les enfants, il a fait le gars. Et en fait, faire le gars et rester droit, ça, c'est un acte de résistance. Et c'est pour cet acte de résistance qu'Elias a été poignardé à mort. Donc, manipuler l'information, travestir l'information, c'est manquer de respect à Elias. Et quand les médias font ça et continuent de faire ça, 5 mois après la mort de notre enfant,
Ça vous blesse à chaque fois? Ça nous blesse terriblement. Parce qu'on manipule la vérité et on manipule l'opinion publique. Lorsque l'AFP, L'agence France-Presse. l'agence France-Presse, quand on leur envoie notre communiqué de presse et qu'ils modifient ce qu'on a pris le temps d'écrire avec Johanna, c'est-à-dire qu'on a précisé qu'Elias avait été tué par une machette et une hachette, l'agence France-Presse, c'est des journalistes qui sont censés être intègres, rigoureux. Ils modifient d'eux-mêmes l'information en disant couteau à la place de machette et hachette, et en ça, ils manipulent en fait les Français parce qu'ils changent la vérité en se disant oh non, le couteau c'est vraiment trop sauvage, on ne va pas faire ça. Donc toutes ces petites choses-là ajoutent à notre tristesse du désarroi et surtout, ça ne respecte pas l'adolescent et le courageux jeune homme qui était Elias. Maître Ostrovska, vous êtes évidemment l'avocate de Stéphanie. Vous avez eu des rectificatifs, vous avez demandé des rectificatifs aux médias qui ont été cités par Stéphanie? C'est une question qui nous est Est-ce que vous les avez obtenus? posée. Et on a eu mieux que ça. On nous a répondu explicitement que tant qu'il n'avait pas été dit de leur source à elles, officielle, qu'il ne s'agissait pas d'une machette et d'une hachette, ils restaient sur le couteau. Quand je leur explique que j'interviens dans le dossier, vous nous avez montré les photos. Vous nous aviez montré les photos de la machette. Pardon. De la machette, mais la photo de la hachette a été diffusée aussi. Et c'est vrai que quand on entend ces médias, parce que finalement on les cible assez vite, qui ont comme slogan nous on révèle l'information juste, on n'est pas là juste pour faire de l'information, mais pour que vous ayez l'information juste. On n'est pas là pour faire de l'opinion. L'information n'est pas une opinion, mais l'information est l'information. Donc on transmet une information telle qu'elle et on n'apprécie pas cette information. Alors j'ai envie de dire, c'est qui se moque de la charité. Quand on vient expliquer qu'il faut réduire la taille de la lame, on réduit finalement la responsabilité des auteurs. Quand on transforme une arme qui était une machette et qu'on la transforme en couteau, on transforme totalement la réalité, mais on amoindrit aussi la responsabilité des auteurs et on cache à l'opinion publique la réalité des faits. Stéphanie, est-ce que vous avez eu un contact avec le journaliste que vous avez nommé, Patrick Cohen, qui est un journaliste rigoureux? Est-ce que vous avez compris pourquoi il avait prononcé ces mots? Est-ce qu'il vous l'a dit lui-même? J'ai appelé un de ses collaborateurs qui travaille avec lui. Et j'ai demandé à ce que Patrick Cohen présente des excuses, m'appelle, m'explique d'ailleurs pourquoi il pensait que Elias avait refusé de donner son téléphone. Et j'ai demandé à ce qu'il m'appelle et qu'il présente des excuses à l'ensemble de ma famille, parce que ses propos sont indécents pour nous. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu d'appel de Patrick Cohen alors qu'il a mon téléphone portable. Peut-être qu'il le fera. Ce qui vous fait aussi bondir, Stéphanie, on parlera de la justice ensuite avec vous, la justice des mineurs, notamment Béatrice Brugère, c'est qu'on parle de faits divers. Ce ne sont plus des faits divers. Ce qui s'est passé pour Elias se passe presque tous les jours aujourd'hui dans notre pays. Ce sont des faits de société, Stéphanie? Alors, pour nous, c'est évident que c'est des faits de société. Quand on rencontre les hommes politiques, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, il y a une évidence sur le fait que c'est des faits de société. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que pour certains médias, c'est des faits divers. Donc en fait, il y a aussi, nous on a découvert, tristement, qu'il y avait des lignes éditoriales en fonction des médias et qu'un fait divers, c'était pas grave. Or là, c'est un fait de société, c'est une réalité, c'est la société qui va mal avec une hyper-violence des délinquants, des mineurs délinquants. Et en fait, en faire un fait divers, c'est se voiler la face et c'est surtout mentir aux Français. À chaque fois qu'il y a ce type de drame, un adolescent qui poignarde
une surveillante dans une classe, une autre élève. Est-ce que ça réactive le traumatisme de votre famille et le vôtre, Stéphanie? Non, ça ne le réactive pas. En fait, ce qui réactive notre peine, c'est que ça n'avance pas. On a l'impression qu'en 5 mois, pour certains, la temporalité de 5 mois, c'est très court pour faire avancer des actions politiques. Pour nous, c'est long. Et en fait, ce qui nous fait de la peine, c'est le fait qu'on prenne le temps de réfléchir. Là, il y avait une loi qui était une loi qui pouvait faire avancer les choses. Et finalement, c'est... Le Conseil constitutionnel. Donc, en fait, évidemment qu'on a de la tristesse pour les victimes, évidemment. Mais ce qui est le plus déstabilisant, c'est un peu l'inertie de certains partis politiques et de certains médias en disant c'est des faits divers, ça passera. En fait, ça ne passera pas. Ça ne va pas s'arrêter. La loi Béatrice Brugère à laquelle fait allusion Stéphanie, c'est cette fameuse loi sur la justice des mineurs portée par Gabriel Attal, dont l'essentiel des mesures a été retoqué par le Conseil constitutionnel, les plus contraignantes en réalité. Oui, alors d'abord merci, je voulais vous remercier pour cette invitation qui est un format assez singulier et que je trouve formidablement courageux de la part de la maman justement d'Elias de prendre cette parole, parce qu'on oublie souvent que nous, magistrats et la justice, on n'est pas simplement là pour appliquer du droit, on est là pour rendre justice. Et rendre justice, ce sont des vraies personnes derrière, des vraies histoires, c'est pas que des statistiques, c'est pas que des chiffres. Et j'ai été très sensible à la première partie de ce que vous avez dit, madame, sur la désinformation. Pourquoi ? Parce que rendre justice, ce n'est pas qu'appliquer des règles, c'est rechercher la vérité. Et vous avez raison, et je vous encourage à continuer à rester extrêmement rigoureuse, parce que c'est aussi une bataille sémantique. Et la vérité, c'est un bien précieux sur lequel nous, magistrats, nous avons la mission de pouvoir mener jusqu'à bout cette vérité. C'est le cadre d'ailleurs de l'instruction qui sera menée. Deuxièmement, sur cette loi, pourquoi cette loi ? Vous avez tout à fait dit, et c'est un débat qui revient souvent sur vos plateaux, faits de société, on met en avant comme ça des faits divers. Est-ce qu'on est sur des faits de société, sur des faits divers ? Moi, j'ai entendu, et je crois d'ailleurs que c'est sur CNews, une ancienne garde des Sceaux qui disait mais en fait, la violence des mineurs n'a pas augmenté, elle a juste changé de nature. Alors, Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Béatrice Brugère ? Elle a changé de nature, elle est de plus en plus violente, c'est avéré, mais elle a augmenté aussi, et il faut le dire, et elle a augmenté. Je me réfère d'ailleurs à un article récent qui a été fait par un juge de Nanterre, qui est un juge des mineurs, et qui cite avec Maurice Berger, qui est un spécialiste, on en reparlera peut-être, des chiffres qui sont assez intéressants. Les mineurs qui sont poursuivis pour des faits graves, c'est-à-dire tentative d'assassinat, meurtre, violence aggravée, ont doublé en 6 ans. Ils avancent les chiffres de plus de 1217 mineurs qui sont poursuivis en 2017 et aujourd'hui on en a 2095. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, c'est un fait de société qui est extrêmement grave et c'est dans ce cadre-là que la loi est arrivée. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi de circonstance comme souvent on aime le dire, tiens, il y a un fait divers, on fait une loi. Non, il y a un fait, c'est un fait de société sur lequel toute la société s'interroge, et d'ailleurs elle s'interroge tellement qu'elle est plutôt favorable à ce qu'on change la loi. Et c'est tous les jours des affaires qui démontrent qu'on est sur une tendance lourde. Donc cette loi qui avait été proposée par Gabriel Attal, elle n'était pas parfaite et elle n'était pas révolutionnaire. Elle voulait simplement résoudre la problématique de cette ultra-violence de mineurs réitérants. Sur la récidive, l'excuse de minorité, un certain nombre de points très précis. Sur lequel on n'arrive pas justement à avoir des réponses adaptées. Et le Conseil constitutionnel s'est prononcé, peut-être qu'on reviendra là-dessus, puisqu'en fait, il a censuré quasiment toutes les mesures les plus contraignantes. C'est ce qui vous désespère aussi, Stéphanie ? Je ne veux pas être désespérée parce que je me dis qu'il y a des hommes politiques et des femmes politiques... Marie-Claire Carrère-Gé que j'ai rencontrée cet après-midi, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, je l'ai dit, qu'on a rencontré. Il y a des magistrats, je pense que
je pense que les choses vont avancer. Je ne peux pas être désespérée. Si je suis désespérée, j'arrête de vivre. Donc, il faut que les choses avancent. Et je pense que les choses avanceront aussi par les Français, tout simplement, par les citoyens. Parce que depuis que je suis intervenue chez votre concert Apolline de Malherbe, en fait, tout le monde vient me voir. Dans la rue, les gens viennent vous voir? Les gens viennent me voir en me disant « on est d'accord avec vous, la délinquance des mineurs, c'est terrible, oui, c'est des faits de société, oui, on a peur pour nos enfants. N'importe qui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe en plus socio-professionnelle. Les gens viennent me voir et donc l'opinion publique est en faveur du fait qu'il faut faire quelque chose, il faut agir rapidement face à cette hyperviolence des mineurs. Et ce qui a été un peu, pour le coup, désespérant avec le rendu du Conseil constitutionnel, c'est qu'il y a un fossé entre les Français et les sages du Conseil constitutionnel. On va faire une petite pause, vous restez avec nous Stéphanie. On reparlera évidemment du combat que vous menez en mémoire d'Elias pour sauver d'autres vies et pour tenter de mobiliser l'opinion publique. A tout de suite dans Punchline. Enfin, avec notre invitée exceptionnelle ce soir, Stéphanie, la maman d'Elias. Stéphanie, on va évidemment parler de la justice dont vous pensez qu'elle est beaucoup plus tournée vers les délinquants que vers les victimes. Mais avant ça, j'ai une question de maman. Est-ce que vous avez pu dire au revoir à votre fils le jour de son agression? Oui. On a pu... le meilleur ami d'Elias qui était avec lui et qui a été aussi agressé, a été formidable parce que non seulement il a essayé de soigner Elias tout de suite, il a appelé la police. Il a fait les gestes de premier secours. Exactement. Il a appelé la police et il m'a appelé à la place d'Elias, qui m'appelle toujours à cet horaire-là. Et donc j'ai pu venir, j'ai pu être contre Elias et lui parler. Je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas c'est la possibilité d'embrasser son fils et de le rassurer. Et puis il y a eu toute la nuit ensuite à l'hôpital Necker où les chirurgiens et les réanimateurs ont essayé, malgré la gravité de la plaie aortique, de sauver Elias. Ils ont tout donné et le fait d'avoir eu cette place, que notre famille ait eu cette place toute cette nuit à côté de notre enfant, c'est un sentiment un peu bizarre parce que quand vous accouchez, vous êtes avec votre mari et vous accueillez votre enfant dans les bras. Et c'est le plus beau jour de votre vie, enfin, pour vos enfants. Et là, on a eu la possibilité d'accompagner notre enfant. Et cette sensation étrange, en fait, c'est d'accompagner son enfant et de le tenir dans ses bras lorsqu'il meurt. Alors c'est très triste, néanmoins ça reste humain. C'est-à-dire qu'on avait notre enfant dans nos bras pour l'accompagner dans son passage dans la mort. Et pour nous, c'est ce que la médecine nous a permis et c'est toute la chaîne de prise en charge d'Elias et des secours et des policiers a permis qu'on puisse avoir toute sa famille cette nuit avec notre enfant. Vous dites qu'aujourd'hui, la justice, Stéphanie, elle est faite plus pour les délinquants que pour les victimes. C'est-à-dire que tout le système judiciaire, on a souvent des débats avec Béatrice Brugère sur ce thème-là, est tourné vers le délinquant, la prise en charge du délinquant. Il manque pour vous la prise en charge des familles de victimes? Nous, très simplement, en fait... Si je venais pas ce soir vous voir, personne ne verrait notre visage, enfin, le visage des victimes. Les délinquants sont en prison, en détention provisoire, mais ils suivent leurs études, ils ont des psychologues, ils font de la musculation, enfin plein de choses pour tenter de leur donner un peu de cadre et d'humanité. Ils ne sont pas incarcérés, ils sont incarcérés. Ils sont incarcérés, mais ils ont des mesures, bénéficient de mesures dans leur centre de détention. Ils sont en détention provisoire et dans le cadre de la détention provisoire, malgré tout, il y a des mesures éducatives qui continuent de s'appliquer, des éducateurs qui continuent de les suivre. Donc de suivre tant le plan scolaire
que le plan psychologique, que le plan santé mentale et physique. Et pour vous, qu'est-ce qu'il y a côté victime, Stéphanie? Quelle prise en charge? Il n'y en a pas. C'est là où je paye la salle de musculation de mon fils aîné, je paye les séances de pédopsychiatrie de ma fille. Et c'est là où, en introduction, j'ai dit qu'on était une grande famille forte et unie. C'est-à-dire que la famille de la victime, notre famille, en fait, nous tenons grâce à nous-mêmes. Et parfois, on aimerait que peut-être que les juges des enfants, en ce qui concerne les mineurs délinquants, voient le visage des victimes. J'aimerais qu'on mette la photo d'ailleurs d'Elias à l'antenne, Béatrice Brugère. Vous l'avez aussi souvent dit, tout est fait pour la prise en charge des délinquants. Pas grand-chose. Le droit des victimes est assez oublié en réalité. J'adhère complètement et je trouve que c'est pas normal. D'ailleurs, on a porté plusieurs fois des réformes dans ce sens. On oublie souvent que, en fait, les victimes des mineurs délinquants, ce sont d'autres mineurs. Ce sont des mineurs, ce sont d'autres enfants qui sont dans les écoles, dans la rue, et qui n'ont pas eu non plus nécessairement autant de chance que ce qu'on peut imaginer. Et c'est vrai que le focus est davantage sur le mineur délinquant. En tout cas, c'est la justice qui est organisée ainsi. Je crois qu'on a pris énormément de retard sur la prise en charge des victimes. Et c'est quelque chose que l'on doit évidemment améliorer. C'est pas nouveau. On l'a fait, vous savez, sur les attentats de terrorisme, des choses comme ça, parce que justement on est venu en parler, parce que c'est arrivé dans le débat public. Et encore une fois, je vous remercie parce qu'il faut continuer à porter ceci. Et il y a beaucoup de victimes qui se plaignent aussi de ne pas être informées, de ne pas être pris en charge. Je pense aussi aux violences faites aux femmes. Donc là, on est très faible. Il faut changer les choses et c'est pas normal. Et j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit. Et Stéphanie, vous avez rencontré Bruno Retailleau, je crois, cette semaine. Et vous avez eu le sentiment d'être entendue? Oui. On est entendu, on est écouté, parce que des fois, on peut être écouté, pas entendu. Enfin, là, il sait, Bruno Retailleau, que le meurtre d'Elias n'est pas un fait divers. Il sait qu'il y a une montée en puissance de l'hyperviolence des mineurs. Il sait que c'est des mineurs délinquants qui n'ont pas de cadre. L'autorité ne sert plus à rien. Et pire encore, il constate que c'est des mineurs délinquants qui n'ont pas d'empathie. Et donc, ça va être encore le travail, évidemment, qu'il ne va pas arrêter. Il va poursuivre son travail. Mais c'est encore une donnée encore plus dure. C'est-à-dire que vous pouvez essayer d'avoir de l'autorité sur un mineur délinquant. Mais c'est des personnes qui n'ont pas d'empathie. C'est-à-dire pour lesquelles... je l'ai dit, et moi je peux le dire, c'est des barbares. C'est-à-dire qu'ils décident de tuer Elias simplement parce que Elias ne baisse pas le regard. C'est-à-dire qu'au final, le téléphone n'est même pas un enjeu en soi. C'est vraiment... l'humain n'existe pas pour eux. Bien sûr, l'humain n'existe pas. Et le politique peut-il reprendre la main là-dessus, selon vous, Stéphanie? Est-ce qu'ils peuvent, les hommes, une garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, restaurer l'autorité? Alors non seulement ils le peuvent, mais ils le veulent. Ils sont déterminés. Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, c'est des hommes de terrain. C'est des hommes rigoureux, des hommes déterminés. Et ils ne s'arrêteront pas. Ils vont continuer et nous allons les soutenir. Nous, on peut œuvrer de notre côté en tant que victime et en tant que citoyen. On va certainement mettre en place un collectif citoyen parce que notre parole, elle est aussi importante et je pense que leur action, ils vont y arriver. De toute façon, quelque part, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils réussissent. Alors, ça prendra du temps. J'espère pas trop de temps. Ça prendra, il y aura probablement des petits chocs et des chocs politiques, mais des discussions, des controverses. Mais j'ai confiance en eux et j'ai confiance en la société. Et les Français veulent que ça change. Donc si les Français veulent que ça change et qu'on a des politiques qui veulent que ça avance,
Et vous avez le sentiment que certains politiques choisissent leurs victimes? Oui. Il y a entre guillemets les bonnes et les moins bonnes victimes? Alors, pour moi, une victime est une victime. Bien sûr. Pour nous Une aussi. victime, c'est des parents qui perdent leur enfant, une famille qui est brisée. Toutes les victimes se valent. Par contre, ce qu'on a découvert depuis le meurtre d'Elias, avec effroi, c'est que les politiques choisissent leur mort. Et on a pu constater que certaines personnalités politiques n'avaient pas versé de larmes pour le meurtre d'Elias. Et ça nous a blessés aussi. Est-ce que vous en voulez à la justice qui n'a peut-être pas su protéger votre fils de ces 2 délinquants qui avaient ordre de ne pas se voir, qui avaient des antécédents pour l'un d'entre eux? Est-ce que vous avez le sentiment que cette justice assume ses responsabilités, Stéphanie? Vous êtes la maman d'Elias. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer parce que Gérald Darmanin a demandé une commission d'inspection. Donc on attendra les résultats. Il a évoqué des dysfonctionnements. Il évoque des dysfonctionnements. Si ces dysfonctionnements sont établis, ça sera pour nous très douloureux, évidemment. Parce qu'en fait, dans le fond, nous, on croit à la justice. Et on pensait que la justice était juste. Et si on s'aperçoit, s'il y a cette conclusion qui dit qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, ça ajoutera de la peine à notre douleur. Maître Ostrovska, quelles sont les prochaines étapes judiciaires dans le dossier de la mort d'Elias? Alors, il y a la procédure d'instruction qui est la principale procédure, j'ai envie de dire, qui suit son cours. Il y a encore des auditions qui doivent se tenir. Il y a des expertises qui sont attendues. Il y a probablement une reconstitution qui sera faite. On est vraiment dans la recherche de la vérité, ce dont on parlait au début, de comprendre vraiment tout ce qui s'est passé. Et puis viendra le temps ensuite du procès, mais ça, ce sera ultérieurement. Malheureusement, le temps est très long. Voilà. Là-dessus, on verra. L'échéance à plus court terme, effectivement, c'est cette échéance de connaître les fonctionnements ou dysfonctionnements de la justice et du suivi judiciaire et éducatif de ces 2 mineurs, puisqu'effectivement, ils avaient une interdiction de se rencontrer, interdiction pour laquelle tout le monde... Enfin, ils sont passés outre. Voilà, les parents sont passés outre, les éducateurs, le juge des enfants, et on cherche à comprendre effectivement ce qui s'est passé et comment ça a pu se produire. Et là, vous estimez que s'il y a des dysfonctionnements, il y a une responsabilité de la justice et qu'il faut que certains magistrats rendent compte. Stéphanie, et je vous passerai la parole ensuite, Béatrice. Nous, ce qu'on va demander à la justice, on a bien compris le concept de l'indépendance de la magistrature, on a bien compris. Néanmoins, pour nous, la justice doit rendre des comptes aux victimes, aux Français. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du collectif citoyen. Pour nous, alors nous sommes médecins et chirurgiens et nous voulons que la justice soit plus transparente, comme nous l'avons fait en médecine. En médecine, années 80-90, les patients, c'était un organe et un numéro de chambre. Les usagers se sont emparés du sujet, les choses ont évolué et aujourd'hui, il y a des médiations, des discussions avec les patients. Et nous, on va vouloir faire la même chose avec la justice. En ce qui concerne les mineurs délinquants, pour nous, ce n'est pas possible que les juges ne voient que les mineurs délinquants. En fait, derrière les mineurs délinquants, on en a parlé tout à l'heure, il y a le visage des victimes. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que, avant le meurtre d'Elias, les 2 mineurs délinquants ont agressé, insulté, volé, humilié une vingtaine de victimes avant, une vingtaine de mineurs. Ces jeunes-là, ils sont traumatisés. On ne les voit pas, on ne voit pas leur visage. On voit le visage d'Elias, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que les juges des enfants voient le visage de toutes les victimes, qu'elles n'oublient
que ces juges n'oublient jamais le visage d'Elias, mais que le visage des victimes soit à la même hauteur, voire devant le visage des mineurs délinquants. Et pour ça, ça va être notre devoir, je pense, de faire évoluer le regard des juges sur les victimes, en fait, très simplement. Béatrice Brugère, votre réponse rapidement, il nous reste peu de temps malheureusement. Oui. Ce que je voudrais juste simplement vous indiquer, madame, c'est que vous n'êtes pas toute seule, que cette décision, elle n'a pas fait consensus du Conseil constitutionnel, puisqu'elle voulait justement essayer de réparer ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire des mineurs qui sont multiréitérants, sans empathie, et qui sont laissés un peu dans la nature et qui peuvent justement réitérer. Il faut que vous sachiez qu'il y a des juristes, qu'il y a des sénateurs, qu'il y a des magistrats, qu'il y a notre syndicat, et qu'on continuera à porter cette réforme parce qu'on la pense utile, on la pense juste, et surtout qu'on a à cœur de préserver d'autres mineurs, et je sais que c'est aussi ce que vous avez comme objectif dans votre démarche, qui est une démarche extrêmement courageuse et que je salue, et que, vous voyez, juste ça, la césure. La césure sur lequel... césure entre le délit et la sanction. Sur lequel nous, syndicats, on avait été consultés, on avait dit ça n'existait pas avant, c'est récent. On disait, il y a des mineurs, il ne faut pas les laisser comme ça, sans rien, sans contrôle, ou en tout cas des contrôles tellement peu, j'allais dire, solides, qu'ils ne servent à rien. C'est pas quelque chose de bien. Et le Conseil constitutionnel a dit, mais ce sera ça la règle maintenant. Donc nous continuerons à essayer de faire changer la loi. Vous avez espoir, Stéphanie, qu'avec des magistrats comme Béatrice, les choses puissent bouger dans notre pays? Ce sera le dernier mot. Oui, j'ai espoir. Sinon, je ne serais pas là, je ne rencontrerais pas les politiques. Et il faut qu'on ait de l'espoir, sinon on ne tiendra pas. Donc, on ne va pas ressusciter Elias, mais comme je l'ai déjà dit, on va réussir à protéger les vivants. Et c'est notre objectif.